collègues, bonsoir à tous. Mesdames de la presse, bonsoir. Je vais ouvrir cette séance du conseil municipal. Nous allons donc d'abord faire l'appel. Monique Semavoine présente. Roger Pédeflous. Présent. Nicole Billou. Présent. Francis Land. Présent. Nicole Dufaux. Absente. Elle a le Covid. Elle va pouvoir Roger Pédeflous. Michel Bille. Présent. Anne Chauvency. Joachim Costa. Présent. Bruno Vernès. Présent. Valérie Cazenave-Dinidé. Thierry Annette. Présent. Céline Lacoste, excusée, m'a donné le pouvoir. Frédéric Lescudé. Présent. Jennifer d'Aragon, excusée, m'a donné le pouvoir. Pachi Elisèche. Angélique Mougin, on va y revenir dans un instant. Philippe Glorieux. Présent. Julie Champagne. Présente. Michael Barat, excusé, a donné pouvoir à M. Glorieux. C'est ça? Oui. C'est ce que j'avais. Très bien. Je déclare je viens de déclarer cette séance ouverte. Et en ouverture, je voudrais donc vous annoncer ce que vous avez déjà vu par vous-même, c'est-à-dire la présence d'une nouvelle conseillère municipale qui est parmi nous à la suite de la disparition de notre chère Marilyn Peyroulet et qui donc, au terme de l'article L270 du Code électoral, fait remonter au sein du conseil municipal le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu. Il est donc appelé à remplacer le conseil municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Et par conséquent, conformément à ces dispositions, Angélique Mougin, ici présente, est donc appelée à remplacer Marilyn Peyroulet au sein du conseil municipal. Et je la déclare officiellement installée en qualité de conseillère municipale. Et je crois qu'on peut tous lui souhaiter la bienvenue et l'applaudir. On ne s'applaudit pas souvent, alors profitons. Donc le tableau du conseil municipal est mis à jour en conséquence. Voilà, bienvenue Angélique. Merci à tous. Nous désignons un secrétaire de séance sur ma proposition. Je vous propose Thierry Annette. Ok Thierry? Les procurations, je les édite avec l'appel. Céline Lacoste et Jennifer d'Aragon me donnent procuration et Michael Barat à Philippe Glorieux. Et donc nous allons passer à l'ordre du jour. Et Nicole Dufaux, ah ben oui, elle n'est pas marquée, mais c'était écrit avant. Merci. Et Nicole Dufaux a donné pouvoir à Roger Pédeflous. Voilà. Donc nous allons passer au premier point de l'ordre du jour avec l'approbation du compte de gestion de l'année dernière, 2021, qui va être présenté par Bruno Vernès. Alors, compte de gestion de l'année 2021. Je vous rappelle que le compte de gestion constitue la restitution en fin d'année budgétaire des comptes du comptable public à l'ordonnateur, en l'occurrence le maire. Cette restitution des comptes est liée à la règle selon laquelle c'est le comptable public qui, tout au long de l'exercice budgétaire, encaisse les recettes et émet les paiements pour le compte de la commune et qui, à cette occasion, exerce un contrôle tout au long de l'année sur la régularité des dépenses émises et des recettes encaissées. Il s'agit bien entendu d'un contrôle réglementaire et non pas d'un contrôle d'opportunité sur l'existence d'une délibération, régularité des dépenses émises ou des recettes encaissées, etc. C'est donc une obligation réglementaire pour la commune de présenter le compte de gestion du comptable à l'appui du compte administratif. Ainsi, premièrement, nous ne pouvons délibérer sur le compte administratif sans disposer au préalable des comptes du comptable public.
Deuxièmement, son compte de gestion doit être approuvé au cours de la même séance et avant le compte administratif. Troisièmement, les écritures du compte de gestion et du compte administratif doivent être rigoureusement les mêmes. Quatrièmement, enfin, le compte de gestion doit être obligatoirement joint au compte administratif pour l'exercice du contrôle de légalité budgétaire par les services préfectoraux. En ce qui concerne le compte de gestion 2021 établi par notre comptable, vous aurez constaté, en examinant les documents qui vous ont été transmis, que le résultat budgétaire présenté à la page 23 et 24 du compte de gestion est conforme au résultat de la page 5 du compte administratif et qu'il en va de même pour l'état de consommation des crédits, chapitre par chapitre et article par article dans les pages suivantes. Cela prouve que l'ensemble des dépenses et recettes de l'exercice 2021 de la commune a bien été considéré comme régulier et pris en compte par le comptable dans sa comptabilité. Il vous est donc proposé d'adopter le compte de gestion 2021 élaboré par Madame Anne Jacob, trésorière de l'Escar, en charge de la comptabilité de la commune de Mazères-le-Zon. Merci Bruno. Merci Bruno. Donc vous avez tous vu les documents qui ont été joints à la délibération et vous avez pu constater que ce qu'on nous demande d'adopter ce soir, c'est ni plus ni moins que l'exactitude de la comptabilité de la trésorière, Madame Jacob, sur la comptabilité de la commune de Mazères-le-Zon. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il n'y en a pas. C'est donc tout le monde est favorable. Je préfère que ce soit dit comme ça. Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons passer à la présentation du compte administratif de l'année 2021. Avant de quitter la salle comme il se doit, puisque ce vote d'approbation doit se faire en mon absence, je voudrais quand même vous faire un résumé de ce compte administratif de 2021. Même si tout est détaillé dans le document budgétaire que vous avez reçu, je pense que c'est mieux de faire un résumé de cette situation. Donc il convient de noter en préambule que l'année 2021 a été, tout comme l'année 2020, marquée par la crise sanitaire qui a sensiblement impacté et retardé le lancement des projets communaux. Sensiblement, je peux même dire très très sensiblement, beaucoup de retard. Pas seulement du retard, de l'impact financier, etc. Notamment le projet de pacification de l'avenue du Général de Gaulle, qui est, Dieu merci, en cours de réalisation maintenant, pendant 6 mois, jusqu'au mois de juillet, et celui de la réhabilitation du centre social, qui lui a été encore plus retardé, mais dont nous espérons croire à l'annonce d'un démarrage à l'automne. En ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement, avec 1 042 190 €, les dépenses ont été réalisées à hauteur de 91% des prévisions. Nous retrouvons ce taux de réalisation globalement au niveau de tous les chapitres budgétaires de cette section. Ce taux de réalisation montre à la fois une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement et traduit également une prévision réellement sincère de nos dépenses lorsque nous bâtissons le budget. En ce qui concerne les recettes réelles de fonctionnement, elles se sont élevées à la somme de 1 363 798 €, hors résultat antérieur, qui est reporté de 1 129 463 €, soit une réalisation des recettes de fonctionnement supérieure à 6% aux prévisions. Les faits marquants de l'exercice budgétaire sont les suivants. Une reprise progressive des recettes,
liés au fonctionnement des services, notamment périscolaires, fortement impactés en 2020 par la crise sanitaire. Une diminution constante de la dotation globale de fonctionnement, moins 10 680 €, liée au système d'écrêtement mis en place par l'État pour contenir l'enveloppe budgétaire de toutes les dotations à destination des collectivités territoriales. Également des rentrées fiscales plus importantes que prévues, consécutives à des bases d'imposition réelles plus importantes que celles communiquées par les services fiscaux en début d'exercice. Et enfin, des recettes exceptionnelles plus importantes que d'habitude, liées au remboursement des assurances contractées par la commune en matière de sinistres et de risques statutaires, mais ce sont des recettes qui ne font que couvrir les dépenses. Globalement, l'exercice 2021 se solde par un résultat de fonctionnement positif de 317 864 €, qui se rajoute à l'excédent reporté de 1 129 463 €, ce qui porte le fonds de roulement de la commune au 31 décembre à la somme de 1 447 327 €. En ce qui concerne l'investissement, les dépenses se sont élevées à 339 546 €. Premièrement, avec le remboursement du capital de la dette qui s'est élevé à la somme de 60 812 €. À noter que l'encours de la dette de la commune était au 31 décembre 2021 de 673 000 €, soit une diminution de 9,74% par rapport à 2020. La capacité de désendettement actuelle est de 2 années,12, ce qui est un excellent ratio si l'on considère que la capacité de désendettement, d'une collectivité ne doit pas excéder 15 ans. On est à peine à un peu plus de 2 ans. On peut dire, en appuyant sur le terme, que c'est un excellent ratio. Deuxièmement, le solde de l'acquisition du terrain Cazenave-la-Croûte sur l'avenue du Général de Gaulle fait partie également de ces dépenses pour 18 610 €. Et troisièmement, enfin, les travaux d'investissement réalisés en 2021 pour un montant de 175 332 € et qui ont été les suivants. Je vais les balayer rapidement, mais ça va aussi rafraîchir la mémoire de ce que nous avons fait l'année dernière et réalisé en investissement. Pour les bâtiments, l'étanchéité du sas d'entrée des réfectoires de la cantine, 1 343 €. La reprise des peintures intérieures de l'église, 7 735 €. La rénovation de la façade nord-ouest du presbytère, 13 792 €. La mise en œuvre de l'ADAP, c'est-à-dire l'accessibilité de tous les bâtiments aux personnes à mobilité réduite. La mise en œuvre de l'ADAP, 15 437 € sur 50 000 estimés à devoir faire, mais c'est que la première partie. L'année dernière, on va continuer cette année sur cette enveloppe de 50 000 €. La participation communale à l'isolation des combles des appartements de la place Mendes France, 600 €, parce que nous avons été très bien subventionnés par le SDEPA. Le lancement de la réhabilitation du centre social, lancement qui ne représente que les études en réalité, puisque, je viens de le dire tout à l'heure, les travaux n'ont pas encore été lancés, soit 10 800 € sur un montant total de 445 000 €, 800 d'ailleurs prévus pour les travaux. Ça, c'était les bâtiments communaux. Pour les biens mobiliers, en matière de mobilier, justement, divers, nous avons dépensé 9 126 €. Pour installer des appuis vélos à différents endroits, nous avons dépensé 2 369 €, mais l'enveloppe est plus importante, nous allons continuer ces installations cette année. L'installation d'un système de vidéoprotection pour 15 456 €. Un défibrillateur à la salle polyvalente pour 1 500 €.
La refonte du site internet, 1 638 €. Des poteaux de football pour le terrain à 7, 1 649 €. Un logiciel pour la gestion du cimetière, 3 187 €. Pour la voirie, nous avons dépensé au total 94 488 €. Pour l'alimentation en eau non potable, je précise, des 2 terrains de football, pour un montant de 20 475 €. Pour un programme de voirie avec des trottoirs, rue Marguerite de Valois, des plateaux ralentisseurs rénovés, avenue de la République. Pour l'aménagement de la sécurité de l'avenue des Pyrénées et des réparations diverses de bordures, pour un montant total de 47 753 € et puis pour le lancement du marché de la pacification de la route départementale 37 pour un montant de 22 444 € sur une enveloppe qui était prévue de 433 300 €, mais nous n'avons pas eu le temps de dépenser ces sommes-là pour les raisons que j'ai indiquées juste avant. Les recettes se sont élevées à la somme de 158 028 € avec les dotations du fonds commun de TVA, c'est-à-dire la TVA remboursable, et la taxe d'aménagement pour un montant de 90 619 €. Des subventions liées aux investissements en cours pour 65 230 €. Des remboursements de caution pour 2 179 € et pas de recours à l'emprunt du tout l'année dernière. La sanction d'investissement dégage donc un besoin de financement de 95 992 €. En conclusion, ce compte administratif dégage un résultat propre à l'exercice, toutes sections confondues, de 221 872 €, soit un résultat cumulé de 1 351 335 €. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, je précise bien sûr que ce compte administratif a été examiné en commission des finances, validé à l'unanimité en commission des finances. Et s'il y a une question supplémentaire, sinon je sors et je donne la présidence à monsieur le premier adjoint pour l'adoption du compte administratif. Pas de questions, pas de remarques, je peux sortir. Ouais, donc ça va être rapide. Sinon, je ne demande pas de questions. Ah, pardon, vous voulez peut-être ? Ah oui, attends. J'ai vu que partout. Bon, donc on va voter ce compte administratif, puisque vous avez eu toutes les explications par Madame le maire, il n'y a pas d'autres questions, donc tout est clair pour tout le monde, j'espère. Le résultat donc, global est de 2 351 335 64, c'est tout précis, c'est tout bien fait. Donc c'est facile à voter. Donc je vais vous demander qui c'est qui est pour ce compte administratif, pour le valider. Tout le monde, moi aussi j'en ai 2. Donc c'est 100%, voilà. Voilà, donc contre, absolument. Je vous remercie. Et puis on pourra pas limiter si elle n'est pas partie. Oui, oui. C'est pareil, pas que c'est fini, elle est partie. Bon, le compte administratif a été voté à l'unanimité. Merci beaucoup, chers collègues. Merci beaucoup. Profitez pour le chercher d'autres. Bien. Alors, nous allons passer à la fluctuation du résultat 2021. Je vais demander à Bruno Bernès de nous présenter cette délibération. Non, tu l'as pas? C'est juste cette lecture. C'est l'affectation du résultat, c'est très court. Ça a été vu également en commission de finances comme toutes ces délibérations. Hein.
affectation du résultat. Alors, affectation des résultats 2021. Le conseil municipal, réuni sous la présidence de son maire, Monique Sémavoine, après avoir préalablement approuvé le compte administratif de l'exercice 2021, considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021, constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 317 864,61 €, un excédent reporté de 1 129 463,03 €, soit un excédent de fonctionnement cumulé de 1 447 327,64 €, un déficit d'investissement de 95 992,01 €, un déficit des restes à réaliser de 0, soit un besoin de financement de 95 992,01 €, décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 comme suit. Résultat d'exploitation au 31 décembre 2021, excédent 1 447 327,64 €, affectation complémentaire en réserve 95 992,01 €, résultat reporté en fonctionnement 1 351 335,63 €. Résultat d'investissement reporté, déficit de 95 992,01 €. Ainsi délibéré, les jours, mois et ans que dessus ont signé, etc. Le maire. Voilà. Merci Bruno. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois que c'est limpide, puisque le résultat d'investissement reporté, c'est les 95 000 €, c'est la différence entre le 1 447 000 et les 95 000 € qui sont le besoin de financement, qui sont largement financés par un résultat en excédent qui se monte à 1 047 327 €. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, on l'a vu en commission des finances et ça a été validé par la commission des finances, je vous le précise. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. À l'unanimité, l'affectation du résultat est adoptée par le conseil municipal. Nous allons demander à Bruno Vernès de nous présenter la délibération sur la fixation du taux des taxes foncières pour l'année 2022. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi 80-10 du 10 janvier 1980 portant sur l'aménagement de la fiscalité directe locale et notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi numéro 82-540 du 28 juin 1982, vu la loi 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 16, vu l'article 1639A du Code général des impôts, considérant qu'il appartient au conseil municipal de se prononcer sur les taux d'imposition des autres taxes locales pour l'année 2022, considérant que par délibération en date du 12 avril 2021, les taux des impôts avaient été fixés comme suit: taxe foncière sur les propriétés bâties, 28,37%.
Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 49,70%. Considérant le taux d'inflation qui s'élève pour l'année 2021 à 1,6%, considérant que le budget principal 2022 nécessite pour l'équilibre de sa section de fonctionnement un produit fiscal hors ressources fiscales indépendantes des taux de 755 250 €, vu l'avis favorable à l'unanimité de la Commission des finances en date du 4 avril 2022, compte tenu de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil municipal 1. Décide d'appliquer le montant de l'inflation de 1,6% au taux d'imposition de l'année 2021 et de fixer en conséquence pour l'année 2022 les taux suivants aux impôts directs locaux. Taxe foncière sur les propriétés bâties, 28,82%. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 50,49%. Deuxièmement, charge Madame le maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale. Merci Bruno Vernès. Donc, comme Bruno Vernès vient de l'expliquer, la commission des finances a décidé de proposer une augmentation du montant de l'inflation et encore aujourd'hui, au taux que nous connaissons aujourd'hui. Espérons que ce taux ne va pas trop s'enflammer le restant de l'année que nous avons encore à passer. Mais au moment où nous avons travaillé sur le budget, le taux d'inflation était de 1,6%. Donc, on a décidé de proposer ce 1,6% à appliquer sur les taux de taxes foncières pour rester toujours au niveau, le même niveau que l'inflation, car sans cela, on perdrait des recettes très importantes. Ne pas se coller à l'inflation, c'est perdre les recettes. Donc, la commission des finances a proposé cette adoption et vous envoyez le résultat. La taxe foncière sur les propriétés bâties s'élève à 28,82% et sur les propriétés non bâties à 50,49%. Mais c'est une décision tout à fait classique de saine gestion que nous vous proposons. Mais nous n'avons pas souhaité augmenter au-delà de l'inflation ces taux. Il y a des questions, des remarques? Je mets donc au vote cette fixation du taux des taxes foncières pour l'année 2022. Qui est pour? Contre, je n'en vois pas. Abstention, je n'en vois pas. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons demander à Michel Bille de nous présenter les subventions de fonctionnement de l'association pour l'année 2022. Projet de délibération numéro 10 sur 2022, subvention de fonctionnement aux associations pour l'année 2022. L'article L 2311-7 du Code général des collectivités territoriales dispose que l'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Par ailleurs, dès lors que la subvention dépasse 23 000 €, elle doit être assortie de conditions d'octroi et nécessite une convention définissant les modalités juridiques et financières d'utilisation et de versement de la participation publique. Il est donc proposé pour l'exercice 2022 et conformément aux propositions de la Commission des finances en date du 4 avril 2022, l'attribution des subventions suivantes. Association communale, le centre social, 41 000 €. L'ASMUR, l'association sportive Mazères-Uzos-Rantignon, 8 000 €. L'Union sportive de Mazères,
5 500 €. L'association des parents d'élèves, 1 250 €. Le vélo club Mazérois, 250 €. Les trailers des Costalats, 300 €. Le comité des fêtes, 5 000 €. Pour les associations extracommunales, la FNACA, 250 €, soit un montant total de subvention de 61 550 €. Enfin, il est proposé de ne pas donner suite aux demandes des associations suivantes. Secours populaire français, France Alzheimer. Invité à se prononcer et à en avoir délibéré, le conseil municipal retient les propositions de subvention présentées par le rapporteur et deuxièmement précise que les crédits nécessaires seront inscrits au compte 65-74 du budget primitif 2022. Merci Michel. Et je précise également que ces subventions ont été soumises à la commission des finances qui les ont validées à l'unanimité. Y a-t-il des questions? Oui. Qu'est-ce que la FNACA? Ah pardon, je ne l'ai pas dit, La j'ai failli le dire Ouais. et j'ai pas, voilà, pardon. C'est la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie. Et c'est la première année qui a une demande. Non, ça fait des années, des années. Nous avons sur notre commune des anciens combattants de la guerre d'Algérie qui font partie d'un comité qu'on appelait avant cantonal, mais les cantons ont été redécoupés, mais c'est le même comité qui va de Gelos à Narcastet. Enfin, je ne me trompe pas, ouais. Et donc, 250 €, ça correspond à peu près à l'achat d'une gerbe. Vous voyez, c'est les monuments, les différents monuments au nord des communes voisines qui font la même chose et qui subventionnent cette FNACA. Voilà. Oui. Oui, Madame le maire, chers collègues, est-ce qu'on pourrait avoir les montants demandés par les associations? Oui, c'est possible. Ils ont été présentés en commission des finances, vous Oui, vous mais souvenez? c'était projeté, on n'avait pas de... D'accord. Alors, s'agissant du centre social, il avait demandé 41 000 € et on lui octroie 41 000 €. L'ASMUR avait souhaité 8 300 € et nous avons voté 8 000. L'Union sportive de Mazères avait souhaité 6 600 € et elle obtiendra 5 500 €. L'association des parents d'élèves avait demandé 2 500 €, elle obtiendra 1 250 €. Comme l'année dernière, hein. En général, on reprend un peu les mêmes bases que l'année précédente. Le vélo club mazérois avait demandé 250 €, c'est ce qu'il a obtenu. Le trail des Costalats avait demandé 300 €, c'est ce qu'il a obtenu. Et le comité des fêtes aurait souhaité 6 500 € environ. Et on va lui donner 5 000 € environ, pour commencer. Quant à la FNACA, elle avait demandé 250 €. Merci. Alors, bien sûr, ces résultats, si nous adoptons cette délibération, se montent déjà un total de 61 000, Michel Guille l'a dit, 61 550 €. Mais je précise que les associations seront informées directement par nous-mêmes, par le conseil municipal, par les délégués, aux associations et au sport, voilà, seront invités à des rendez-vous pour leur expliquer le montant qui a été voté et discuter avec eux. Voilà. Comme chaque année. Il y a un fonds éventuel pour les associations qui n'ont pas obtenu ce qu'elles avaient demandé, si jamais elles présentaient une demande étayée dans l'année ou... Non, c'est pour l'année, c'est voté pour l'année une fois. Mais ça se fait sur la base de leur compte, de leur comptabilité, de leur trésorerie, de leurs actions. Tout ça est évalué finement avec eux
pour demander une subvention, ils sont tenus de fournir un certain nombre d'informations et de comptabilité de leur gestion. Et c'est au regard de toutes ces informations que la commission des finances se décide. Et après, on peut quand même discuter avec eux, évidemment, parce qu'on va leur expliquer ça. Dans certains cas, on peut expliquer certaines choses. Voilà, bon, ben, je mets aux voix. Est-ce que quelqu'un est membre des bureaux de ces associations parmi nous ou pas? Parce que je ne sais pas, l'année dernière, on avait demandé à certaines personnes qui étaient, il y a 2 ans, qui étaient proches de personnes qui étaient dans le bureau de ne pas prendre part au vote. Oui, mais ça n'est plus le cas. Je suis au conseil d'administration à la zone. Okay. Bon, oui, le CA, c'est pas le bureau. Non, non, le CA. Le CA, c'est pas le bureau. Okay. Voilà. Sinon, ces personnes-là ne prendraient pas part au vote. Voilà, Ça, c'est pas le cas. Donc, y a-t-il d'autres questions? Non. Y a-t-il des oppositions? On vote bloqué. Hein. Opposition? Abstention? Tout le monde est pour? Levez la main. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vais vous présenter la délibération sur la révision de l'attribution de compensation qui est versée à notre commune par la communauté d'agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'article 1609 nomise 7 du Code général des impôts, vu le rapport de la CLECT en date du 2 février 2022, la CLECT, c'est la commission locale d'évaluation des charges qui sont transférées de la commune vers la goutte, de toutes les communes, les 31 communes, vers la goutte. C'est le transfert des charges. Elles sont sans cesse évaluées. Donc, vu le rapport de cette commission locale d'évaluation des charges transférées du 2 février 2022, vu la délibération prise par le Conseil communautaire le 10 février 2022 et qui concerne la révision libre des attributions de compensation des communes, conformément à l'article 1609 nonis C du Code général des impôts, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibération concordante du Conseil communautaire, statuant à la majorité des 2/3 et des conseils municipaux des communes membres intéressés, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Les travaux de la CLECT, si vous me permettez, je vais l'appeler comme ça maintenant, de la communauté d'agglomération, réunie le 2 février 2022, ont abouti à la validation du rapport qui est joint à l'annexe présentant la révision libre des attributions de compensation des communes sur la base des montants prélevés au titre de la participation de chaque commune au budget du SDIS, soit le contingent SDIS, et cette révision libre a été soumise et adoptée à la majorité qualifiée par le Conseil communautaire qui s'est réuni le 10 février 2022 selon les modalités de répartition suivantes que vous avez sur votre délibération réparties par commune pour les 31 communes. Donc, je vous fais grâce de la lecture des 31 communes et des montants qui leur sont octroyés pour cette attribution de compensation révisée. Et je vous invite à aller directement à la ligne qui concerne Mazermezon et vous verrez que sur la base du calcul de la restitution SDIS, cette fameuse révision libre qui est dans la 3e colonne, la commune de Mazères va bénéficier d'un cadeau inespéré cette année, pour la première fois, de 44 785 € que nous versera la communauté d'agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées. Et c'est un montant que nous retrouverons les années suivantes. Voilà, donc 44 785 €.
Et ainsi, le montant de l'attribution de compensation restituée à chaque commune correspond au niveau de sa contribution au SDIS en 2012 ou en 2013, si le montant est inférieur à celui de 2012. Pour la commune de Mazères, le montant de la révision libre, je viens de le dire, s'élève à 44 785 €, qui s'ajoute à la dotation annuelle qui nous est versée et qui, pour la commune de Mazères, s'élève à 139 865,20 € et qui conduit donc à un nouveau montant total d'attribution de compensation de 184 650,20 €, donc au lieu des 139 865. Voilà. Donc, je vous invite à prendre acte du rapport de la CLEC du 2 février-novembre. Donc, c'est février, vous verrez le mois de novembre, qui s'est glissé dans la délibération et qui est joint à l'annexe. Je vous invite à adopter la révision libre de l'attribution de compensation. Je vous invite à accepter un cadeau d'un montant de 44 785 €. Et enfin, je vous prie de noter que l'attribution de compensation 2022 de la commune s'élèvera donc à un montant total de 184 650,20 €. Voilà. Nous avons fait en sorte de présenter cette délibération le plus clairement possible. Pas de remarques? J'ai juste une question simple pour bien comprendre ce qu'il y a derrière. Quand je regarde le rapport qui a été présenté là, dans les documents annexes, à la fin, je vois qu'il y a des votes favorables, mais qu'il y a parmi les communes présentes, c'est vous, toi qui étais, Bruno, je crois, il y a des votes contre et des abstentions. Alors, je voulais juste essayer de comprendre pourquoi, Oui, sur ce genre de... je pense qu'il faudrait leur poser la question. Je ne sais pas s'ils ont expliqué à la réunion où était Bruno Ça a été longuement débattu en conseil communautaire. Hein. Il y a des communes qui étaient opposées. Ils voulaient plus. Qui considéraient que... ça, Non, ça tu le dis comme ça, non, même pas, ils étaient opposés au principe. Au principe en disant que l'aglo garde ces sommes-là entièrement et qu'elle baisse la fiscalité. Alors pour une fois que l'aglo pouvait aider les communes et de manière pérenne, tous ceux qui ont voté pour ont préféré voter pour accepter cette compensation à son bénéfice, quitte à baisser sa propre fiscalité. Pourquoi faire baisser la fiscalité par l'aglo? Chaque commune, et c'est ce qui a été répondu d'ailleurs aux membres du conseil communautaire et aux maires, du bureau des maires, prenez-le et puis vous baisserez votre fiscalité, si vous le souhaitez. Voilà. Donc nous étions très très nombreux à accepter cette délibération au niveau de l'aglo. En tout cas pour les communes de l'aglo, c'est intéressant. Ben oui, je vous le fais pas dire. Après, c'est peut-être du coup au niveau de Pau qu'il y a... De Pau, non? Je sais pas si c'est Non, mais les la élus ville de Pau de qui Pau, peuvent avoir envie de dire on veut garder... Non, c'était pas des Palois. C'était des maires d'autres communes. D'accord, ok. Pour ça, Oui, oui. Les Palois étaient aussi Dans le... tout à fait favorables. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir Monsieur une idée Glorieux. de la balance entre la fiscalité et les restitutions? La balance. Oui, enfin, c'est-à-dire, donc notre commune reverse à l'agglomération. Ah, ça, vous parlez, alors c'est pas la délibération, vous Non, parlez c'est pas la délibération, de l'attribution de compensation. Hein? Oui, C'est ça c'est-à-dire notre commune reverse à l'agglomération des sommes Non. pour... non, pas du Non. tout. Et d'où provient Non. donc ces 4 807 000? C'est le fruit de l'histoire. Sur les 20 années d'existence de la communauté d'agglomération, 20 ou 22, comment dirais-je, la vocation de l'agglomération, c'est de gérer pour l'ensemble des communes adhérentes des politiques qui sont communes à chaque commune, et qui sont donc déléguées par les communes pour qu'elles soient gérées de façon dans l'ensemble, de façon globale, merci,
afin d'avoir aussi une force de frappe plus importante, des réductions de coûts, enfin tout un tas d'avantages, comme par exemple, la collecte des ordures ménagères. Autrefois, chaque commune collectait les ordures ménagères. Voilà. Et les apportait dans les, on va dire, les exutoires. Tout un temps où c'était des décharges sauvages d'ailleurs. Pas sauvages, mais des décharges, tout court. Voilà. Donc, pour mieux gérer la production des ordures ménagères, eh bien, quand la communauté, ça ne s'appelait pas la communauté d'agglomération d'ailleurs à l'époque, ça s'appelait le SIAMELAT, le syndicat intercommunal d'aménagement, de je sais pas quoi, voilà. De l'agglomération, pardon. Avait dit, merci, c'est très bien. J'étais là. Avait donc s'était organisé pour gérer la collecte des déchets. Il en est de même pour l'assainissement. L'assainissement, la construction des réseaux d'assainissement s'est développée grâce à cette agglomération, à ce regroupement de communes qui ont décidé de gérer à plusieurs l'assainissement pour toutes ces communes. Au début, il y avait 9 communes du temps du SIAMELAT, puis quand c'est devenu communauté d'agglomération, il y avait 14 communes. Mazères nous avons toujours été depuis le début dans ces évolutions-là, et depuis 2017, je crois, avec la loi NOTRe, nous sommes passés à 31 communes. J'ai l'impression de faire un cours, excusez-moi, de faire un cours. Ce que je voulais... Il y a également plein d'autres choses, hein. Il y a aussi les réseaux séparatifs avec les eaux pluviales, il y a, vous connaissez tout ce que fait l'agglo, eh bien, ce sont des politiques de gestion diverses et variées qu'elle fait pour le compte des communes, mais par délégation des communes. Les communes lui confient cela. Et il y a par exemple, bien que l'agglo elle fasse des rentrées, c'est à ce moment-là qu'il a été décidé, alors je ne sais pas quand ça remonte, mais ça fait bien une vingtaine d'années, que la taxe professionnelle que percevaient les communes par les commerces, les entreprises qui étaient sur son territoire communal, qui étaient perçues avant par les communes, eh bien sont transférées à l'agglo, ont été à l'époque transférées à l'agglo, ce qui fait que toutes les taxes professionnelles, hop, elles sont venues dans le budget, dans le pot commun de l'agglo. Mais pour ne pas déshabiller les communes de ces revenus-là, parce que si l'agglo les a tous perçus, c'est pour en faire un usage communautaire, pour ne pas dépouiller les communes de ces revenus qui étaient quand même ce qu'ils étaient, importants d'ailleurs pour certaines, à l'époque où ça s'est fait, la communauté d'agglo et les communes membres de l'époque ont fixé un montant, évalué un montant, il n'y avait pas de CLECT à l'époque, mais ça revient exactement au même, ont évalué le montant que les communes perdaient avec ce transfert. D'accord ? Donc, la communauté de communes ou d'agglo a décidé, à partir de là, de reverser aux communes ce qu'elles ne gagnaient plus par la perception de cette taxe professionnelle. D'accord ? Voilà. Bon, alors évidemment, l'évaluation de la taxe professionnelle, elle n'évolue pas exactement au niveau de son évolution. Hein. C'est un montant qui est fixé, et puis après, il reste le même. Voilà. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a d'autres charges qui sont transférées à l'agglo. Par exemple, il y a un exemple très très récent, c'est que la commune de Mazères, qui avait une crèche communale, ce qui était très très bien à l'époque où elle a été créée, c'était une chance formidable pour la commune d'avoir cette création de crèche communale, et qui est devenue une charge lourde pour une petite commune de la taille de Mazères-Mezon et pour son budget. Eh bien, nous l'avons transférée à la communauté d'agglomération, ce qui ne change rien pour les familles qui mettent les enfants à la crèche, mais elle est donc gérée à tous les niveaux par la communauté d'agglomération. Donc c'est devenu une crèche communautaire ou intercommunale, on l'appelle comme on veut, mais c'est la même.
dans les mêmes locaux. Et la commune qui venait juste de la réhabiliter entièrement, a mis à disposition ces locaux pour continuer à exercer la crèche. C'est très technique, je ne suis pas très douée pour donner des leçons techniques comme ça, mais en fait j'essaie de... Oui, la question que je posais, c'était est-ce qu'on... Alors je pense que c'est compliqué, surtout par rapport aux services rendus, puisque évidemment il doit y avoir beaucoup de services rendus, mais les transferts de charges de la commune vers l'agglomération par rapport à la clé de répartition, est-ce qu'on sait combien la commune laisse à l'agglo pour tous ces services? Et là, ce qu'elle récupère, on le sait, mais c'est compliqué parce qu'il y a plein de... Franchement, je ne peux pas vous répondre, Ouais. mais c'est dommage que vous n'ayez pas posé cette question à la commission des finances l'autre soir. On n'aurait peut-être pas pu vous répondre encore, mais ça demande quand même de faire un minimum de recherche technique. Je ne sais même pas si on peut y répondre au bout du bout, de toute façon. Ça doit dépendre des services de chaque commune. C'est ça, oui. Et moi, j'ai juste regardé comme ça, là, en pourcentage, ce que gagnait entre guillemets chaque commune. Et c'est pas un pourcentage, en fait. C'est une clé de répartition et ça doit dépendre des services. C'est pas un pourcentage. Et j'imagine que le fait d'être passé à 31 communes aussi à un moment donné, il y a besoin aussi de rééquilibrer et ça doit faire partie aussi du... Et c'est pour cela que la clé de répartition qui a été retenue, c'est celle qui se base, elle se base sur la clé de répartition du SDIS, que les communes payent pour leur adhésion au SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, je le dis pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que c'est c'est un des derniers qui a été, voilà, tout le monde paye, et c'est parfaitement équilibré, et ça correspond vraiment à la taille de la commune, à ses capacités, à ses besoins, aux services rendus. C'est la clé de répartition la plus fine et la plus juste qui a été estimée pour distribuer cette attribution de compensation supplémentaire. Je veux dire aussi, c'est pas si simple que ça aussi, parce qu'il y a, par exemple, l'assainissement, la communauté d'agglomération le perçoit directement. Ou même les déchets, je pense que ça le perçoit directement. Bon, on ne le perçoit pas, nous le reversons. C'est directement... donc on ne peut pas savoir, enfin, on sait ce qu'on a transmis, et on sait ce que ça nous donne, mais c'est difficile au bout d'un certain temps de le chiffrer. C'est sûr qu'au début, quand on est passé au CMLab, ça on avait chiffré au centime. Mais... Oui, c'est le fruit de l'histoire de dizaines, plus de 20 années. Quoi. Non, on ne peut pas dire qu'on donne 500 000 euros et qu'on reçoit 180. C'est pas si simple que ça. Je voudrais simplement répondre à Madame Champagne, qui m'interpellait tout à l'heure. J'ai effectivement participé à la clé du 2 février, et pour vous rassurer, ça a été adopté à la quasi-unanimité. Oui, c'est ce qui est dit à la fin du rapport. Pardon. Moi, ce qui me fait bizarre, c'est la ville de Pau qui touche pratiquement plus de la moitié. Oui, c'est long, c'est Si c'est que plus de la moitié, c'est pas beaucoup. 2000, ouais. Parce que le poids de la ville de Pau est considérable. Non, mais ouais, Il faut quand même savoir qu'elle touche moins qu'elle ne devrait, parce que par solidarité, elle a minimisé son montant. C'est long ce qui touche. Oui, c'est long ce qui touche le plus. Voilà, on peut passer au vote. Qui s'oppose à ce cadeau? Qui s'abstient à ce cadeau? Et qui est pour? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vais vous présenter maintenant le budget émis. Alors, nous allons maintenant procéder à l'examen et l'adoption du budget primitif 2022, que vous avez tous reçu en annexe du projet de délibération. Il s'agit d'un budget qui a été bâti en tenant compte de la situation économique internationale actuelle très défavorable, avec l'augmentation des prix de l'énergie, ou encore des différents matériaux de construction. Ce budget, qui a été présenté et validé en commission des finances, s'équilibre en dépenses et en recettes du fonctionnement à la somme de 2 748 942 euros. Les dépenses réelles de fonctionnement sont globalement en diminution de 3,03% par rapport au budget prévisionnel de l'année dernière.
en se décomposant par chapitre comme suit. Au chapitre 11, les charges à caractère général, 322 245 euros. Au chapitre des charges de personnel, 573 300 euros. Au chapitre 14 de l'atténuation de produits, 20 000 euros. Au chapitre 65, autres charges de gestion courante, 177 780 euros. Au chapitre 66 des charges financières, 16 500 euros. Au chapitre 67 des charges exceptionnelles, 3 225 euros. Et au chapitre 22 des dépenses imprévues, 10 000 euros. L'autofinancement prévisionnel de la section d'investissement s'élève à la somme de 1 625 892 euros, dont un tout petit chiffre de 744 euros au titre des amortissements. Ça, c'était les dépenses réelles de fonctionnement. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, les particularités pour l'exercice budgétaire 2022 sont les suivantes. Ce projet de budget a été établi en prenant en compte le taux d'inflation 2021 pour la détermination des taux 2022 des impôts locaux, soit, nous venons de le voir, plus 1,6%, afin de maintenir la capacité d'autofinancement de la commune et de faire face à la diminution des recettes de la DGF, la dotation globale de fonctionnement. La diminution persistante de la dotation globale de fonctionnement, à nouveau cette année, également est prise en compte, moins 7,6%. À noter également l'augmentation de l'attribution de compensation reversée, nous venons de le voir à l'instant, nous venons de la voter, reversée par la communauté d'agglomération Auvergne-Pyrénées que nous venons d'approuver. Le reste des recettes des services et du domaine demeure globalement stable par rapport à l'année dernière et tient compte de la sortie de la crise sanitaire. Je dis la sortie avec plein de guillemets parce qu'on a l'impression qu'on en sort. Mais je ne jurerai pas que c'est définitif. Je l'espère, cependant. Les recettes se décomposent comme suit. Au chapitre 70, les produits des services, 78 570 euros. Au chapitre 73 des impôts et taxes, 1 46 625 euros. Au chapitre 74 des dotations et participations, 191 924 euros. Au chapitre 75 des revenus du domaine, 69 400 euros. Au chapitre 76 des produits financiers, 8 euros. Au chapitre 77 des produits exceptionnels, 1800 euros. Au chapitre 13, atténuation de charges, 2000 euros. Et au chapitre, et pour les opérations d'ordre budgétaire, 7280 euros. Ce budget permet de dégager un autofinancement brut prévisionnel de 274 557 euros. Cet excédent vient se rajouter aux 1 351 335 euros du résultat des exercices antérieurs, ce qui porte l'autofinancement prévisionnel de la commune pour cette année à 1 625 892 euros. Alors, en ce qui concerne la section d'investissement, elle s'équilibre à la somme de 3 288 683 euros. Les dépenses réelles d'un montant de 3 70 658 euros seront consacrées au remboursement annuel de la dette, du capital de la dette, auquel viendra se rajouter le remboursement par anticipation de l'emprunt Centre-Bourg, en contrepartie de la vente d'un terrain communal, le tout pour un total de 297 000 euros. Au financement du solde de la subvention pour la construction de logements sociaux au jardin de Lousteau, auprès de Domo France pour 14 862 euros. Aux travaux d'investissement que nous avons prévus en 2022 pour 1 800 300 euros et qui se décomposent comme suit. Pour les bâtiments communaux,
la réhabilitation du centre social, prévision de 500 000 euros. De 500 000 euros. Fin de la mise en œuvre de l'accessibilité des bâtiments communaux, je vous le disais tout à l'heure, 35 000 euros qui restent à réaliser. La rénovation des façades de l'église, 26 000 euros. Les travaux d'économie d'énergie sur le complexe sportif, prévus pour cette année, 10 000 euros pour commencer. L'étude de l'extension des services techniques, c'est une étude, ce n'est pas l'extension des services techniques, 6 000 euros. L'étude pour la réhabilitation à venir de la salle de Marcel Courtois et du foyer du club de foot, étude, 15 000 euros. Ce qui nous donne un sous-total pour les bâtiments communaux de 592 000 euros. Pour les biens mobiliers ou incorporels, du mobilier d'hiver, 5 000 euros, la remise aux normes des feux tricolores, 3 400 euros, l'installation d'un abri vélo à l'école maternelle, 2 000 euros, l'installation des abris touches sur le terrain d'honneur, 5 000 euros, de football, je précise, ça paraît évident, 5 000 euros, l'installation de 2 pare-ballons sur le terrain d'honneur, 12 000 euros, la création d'un passage sélectif au stade avec passe vélo, c'est pour filtrer les piétons et les vélos et pas le reste au niveau du stade, 5 500 euros. Pour un sous-total donc en mobilier de 34 200 euros. Pour la voirie et les aménagements, la pacification de l'avenue du Général de Gaulle, 769 000 euros. C'est notre plus gros chiffre. Le lancement de l'aménagement de la place publique du centre-bourg, 250 000 euros. Lancement. C'est ce qu'on aura le temps de faire cette année. Mais nous avons vu au dernier conseil municipal que ça ira beaucoup plus loin et ça passera sur le budget de l'année prochaine. Un programme de voirie 2022, 30 000 euros. La création des jardins familiaux, 50 000 euros. Modernisation des armoires d'éclairage public, 8 000 euros pour commencer cette année. Les barrières anti-intrusion au complexe sportif, 9 000 euros. C'est une barrière, pas les barrières. Signalétique pour les voies de circulation conseillées pour les vélos, 4 000 euros. Des plantations d'arbres, 6 000 euros. L'enfouissement des réseaux dans la rue Pasteur, toute petite rue Pasteur, 32 500 euros. Et l'enfouissement des réseaux sur l'avenue du Général de Gaulle, le solde, ce qui restait à payer, 5 600 euros. Sinon, ça serait vraiment pas cher. Et enfin, des dépenses imprévues pour un montant de 10 000 euros. Donc le sous-total pour la voirie et les aménagements se monte à 1 174 100 euros. Voilà, le budget prévoit également des dépenses d'ordre pour 114 753 euros qui correspondent à la réintégration en dépenses dans le patrimoine communal des travaux d'enfouissement de l'éclairage public sur l'avenue du Général de Gaulle réalisés par le SDEPA. Pour 7 280 euros correspondant à l'amortissement des réseaux non communaux enfouis par le SDEPA sous l'avenue du Général de Gaulle. Pour 95 992 euros qui correspondent à la reprise du besoin de financement constaté à la fin de l'exercice 2021. Les recettes d'investissement se décomposent quant à elles comme suit. Les recettes réelles, 1 548 038 euros. Que je décline ici, l'affectation du résultat que l'on vient de décider pour 95 992 euros. Les dotations, donc le fonds commun de TVA et la taxe d'aménagement pour 32 500 euros. Les subventions associées aux investissements en cours pour 558 686 euros. Le cautionnement reçu pour 2 000 euros. La vente du terrain pour l'aménagement du centre-bourg,
pour 558 860 € et un emprunt de 300 000 € pour l'aménagement de l'avenue du Général de Gaulle, qui ne va pas, c'est très important, cet emprunt, qui ne va quasiment pas augmenter la dette de la commune, car il va se substituer à un emprunt, celui que nous avions fait pour acheter le terrain du futur centre-bourg, emprunt qu'il vous est proposé de rembourser simultanément. Donc on va faire un emprunt pour finir de payer l'avenue du Général de Gaulle, mais on va rembourser, l'emprunt en cours pour l'achat du terrain du centre-bourg. Et pourquoi on fait cette opération? C'est tout simplement parce que ça nous permet de réemprunter à un taux beaucoup plus bas que ne l'était l'emprunt que nous avions fait il y a une dizaine d'années quand on a emprunté pour acheter le terrain du centre-bourg. Donc en fait, c'est pour faire des économies bancaires que nous allons faire ce petit tour de passe-passe. Voilà, donc emprunt de 300 000 € pour l'aménagement de l'avenue du Général de Gaulle, qui sera remplacé par l'autre qui sera remboursé. Alors, les recettes d'ordre également pour 114 753 €, qui correspondent à la réintégration en recettes dans le patrimoine communal des travaux d'enfouissement de l'éclairage public sur l'avenue du Général de Gaulle, et pour 744 € qui correspondent à l'amortissement de la subvention d'équipement pour la construction des logements sociaux au jardin de Lousteau. Je devrais dire Loustau, mais bon, je ne sais pas si tout le monde comprend. Enfin, l'autofinancement prévisionnel de la section d'investissement pour un montant de 1 625 148 €. Voilà. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, je vais soumettre ce projet de budget prévisionnel au vote en précisant que c'est un vote global sur l'ensemble du budget avec une autorisation budgétaire au niveau des différents chapitres de chaque section. Évidemment, on ne va pas tout mélanger derrière. Hein. C'est un vote unique, global, sur la base des répartitions que je vous ai présentées à l'instant. Ce budget a évidemment été examiné par la Commission des finances et validé par la Commission des finances. Est-ce que... Oui. Oui, j'étais à la Commission des finances, je n'ai pas validé, vu que c'était clair, mais j'ai pas validé personnellement. Sur l'énergie, on a vu qu'on passait de 65 000 à 73 000 € de dépenses. Nous, on répète encore cette proposition de faire une extinction de l'éclairage public la nuit. On voit que Rontignon le fait, Gélos le fait. Je pense que en plus d'un souci économique, c'est aussi, à l'heure du troisième rapport du GIEC ces derniers jours, une question de responsabilité et de citoyenneté. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez par rapport à ça. De même que pour les carburants, on est dans une période, et tout le monde le dit, l'État, le gouvernement, l'Europe, où la sobriété doit être de mise, hein, et pour nous c'est la sobriété heureuse. Donc j'aimerais bien avoir votre avis sur cette augmentation des charges et pourquoi ne pas essayer de trouver d'autres solutions et entre autres pour d'abord dépenser moins, consommer moins, parce qu'on est dans une société où on ne peut pas continuer à consommer autant. Alors je vous remercie de me reposer cette question parce que vous l'avez déjà posée en Commission des finances et je pensais que ma réponse vous suffisait pour vous éclairer et pour en faire part à votre groupe. Mais j'ai bien compris que c'est pour me le faire dire ici, donc je vais le dire ici. Vous avez vu aussi dans ce budget que nous avons prévu un montant pour commencer à rénover les armoires électriques qui sont disposées sur le territoire de la commune et qui fournissent l'éclairage public. Vous l'avez vu. Je vous l'ai expliqué l'autre jour, donc vous avez compris ça. Okay. Et donc, nous commençons à budgéter ces dépenses-là pour la rénovation de ces armoires publiques. Et on va le faire petit à petit, parce que le faire d'un seul coup,
serait un investissement beaucoup trop onéreux. Quand on sait que nous n'avons pas encore fini de rembourser, encore pour quelques années, l'investissement qui a été fait en 2013 pour rénover entièrement tout le parc de l'éclairage public, de façon à ce qu'il soit beaucoup plus économique, mais surtout beaucoup moins énergivore, puisque nous avons des installations qui consomment très peu d'énergie par rapport à tout ce que l'on voit ailleurs dans toutes les communes que vous avez citées. Et c'est pourquoi d'ailleurs elles éteignent la nuit. Nous, on peut se permettre de ne pas éteindre la nuit, puisque la puissance électrique la nuit est extrêmement faible, même si ça ne se voit pas à l'œil nu. Bien, mais pour autant, nous ne sommes pas obtus. On pourra et on devra peut-être un jour éteindre l'éclairage public la nuit, mais pas partout. Selon moi, et selon beaucoup de mon équipe, vous êtes tous d'ailleurs, personne ne s'y opposait, selon nous, on va dire, on ne peut pas éteindre partout parce que nous sommes un village traversé en particulier d'un grand axe, celui de la RD 37, et plonger tout le village dans le noir pourrait être source d'accidents ou d'inquiétudes ou de peur ou de je ne sais quoi. Il vaut mieux, voilà, il vaut mieux pouvoir éclairer. Or, en l'état actuel des armoires électriques qui sont disposées donc, sur tout le territoire de la commune, elles ne peuvent pas, comment dirais-je, on ne peut pas programmer l'extinction des feux sans déprogrammer en même temps les grands axes, les axes de circulation. Voilà, donc on va commencer à les rénover en ce sens, pas seulement en ce sens, il faut les rénover, certaines elles ont besoin de l'être, mais en plus, nous ferons attention à ce qu'elles permettent à terme d'éteindre celle-ci, d'éteindre celle-là et d'éteindre les autres, et pas celle-ci ou celle-là, de façon à préserver la sécurité nocturne sur certains axes routiers qui sont éclairés aujourd'hui. Voilà, donc on commence, on y va petit à petit, mais on y va petit à petit parce que je vous rappelle, pardon de répéter, mais c'est pour que ce soit bien clair, que nous continuons encore à rembourser l'emprunt qui s'était élevé, je crois, à 150 000 €, quelque chose comme ça, pour la rénovation de l'éclairage public. Donc on est un peu entre les deux. On peut encore se permettre de laisser éclairer la nuit tant que nous ne sommes pas techniquement capables d'éteindre certains secteurs et pas d'autres. Voilà. Et que nous sommes beaucoup moins énergivores que toutes les communes qui nous entourent et que nous avons veillé même à remplacer toutes les lampes de tous les mâts de la commune pour qu'elles éclairent vers le bas et non pas vers le haut, de façon à ne pas faire de pollution nocturne, d'éclairer vers le ciel et de troubler la faune nocturne, par exemple. On va rajouter, mais on ne va pas y passer la soirée. Voilà ce que je vous ai répondu à la commission des finances. Oui, c'est un choix politique qu'on ne partage pas. Mais très bien. Voilà. Après, alors, je voulais juste dire pardon, que j'ai je demande déjà... la parole quand c'est parlé. Ah, excusez-moi. Non, je voulais juste compléter, dire que, comme on en a parlé, je ne suis pas sourd, et t'inquiète pas, on en avait déjà pensé. Donc j'ai relancé la machine et on est déjà reparti là-dessus pour commencer à avoir les arbres. Non, mais je veux dire, si je ne justifie pas, je veux dire, on est lancé, c'est fait, voilà. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'on fait pas. Non, mais voilà, c'est gentil, mais c'est pas le... Merci. Merci. Voilà, donc, est-ce que je peux mettre le budget au vote? Oui, Francis. À Jolos, ils font du on-off, si je ne m'abuse. Mais parce qu'ils ont donc les moyens techniques de le faire. Non, mais tout est de volonté. Ah oui, C'est juste un bouton à baisser. Oui. Non, mais c'est un choix aussi. C'est pourquoi, moi-même, on pourrait baisser je ne vais pas à mes réunions de l'agglo à vélo le soir, parce que je ne peux plus. Avant, j'allais par la voie verte et je revenais par, quand il faisait nuit, par Jolos. Et maintenant, je prends ma voiture parce que je ne veux pas rentrer en pleine nuit noire
à vélo en traversant Gelos. Moi, je le fais et je trouve que les C'est bien, voitures bravo. ralentissent. Moi, je ne le fais pas. Quand il y a des lumières. Moi, je ne le fais Moi, pas. j'ai la chance de partir au travail à 6h15 pour être au magasin à Billère à 6h30. Donc entre 15 et 30. Et des fois, si je suis à la bourre, ça s'allume aux alentours du central Vergelos. Et quand on passe un peu plus loin à la boulangerie, tant qu'on arrive on arrive à Pau, donc après le pont du Capitaine, et on arrive à Pau. Je veux dire, la différence, elle est énorme. Parce qu'en voiture, on dit en vélo, moi, il y a des fois où les vélos, où ils ne sont pas éclairés, mal éclairés, certains, et c'est. Je peux assurer. Non, mais moi, je suis bien Moi, je trouve très éclairée. content que sur la départementale, je bien puisse éclairée voir par un bon de la vélo. lumière. Mais je ne peux pas traverser Moi, j'ai la toute seule à vélo Gelos, c'est mon choix, c'est comme ça. Donc, résultat, je prends la voiture. Ce que je faisais avant à vélo, je le fais en voiture. Voilà. Bon, mais c'est sans jugement. Chaque commune prend ses responsabilités et fait ses choix politiques, comme vous dites, et nous faisons le nôtre. Voilà, vous ne le partagez pas, mais néanmoins, en tout cas celui-là, je vais quand même vous soumettre. Tu voulais dire autre chose, Francis? Non, c'est bon. C'est bon. On peut mettre au vote. Donc, qui est pour ce budget? Qui s'abstient? Et qui est contre? Contre tout. Pour une chose ou pour tout? Non, plusieurs choses. Pour Pas rentrer très dans les bien. détails. Donc vous êtes contre le budget, c'est enregistré. Je vous remercie tous. Eh bien justement, nous allons parler de la rénovation de l'éclairage public pour la rue Pasteur. C'est tout petit, hein, la rue Pasteur elle fait 150 mètres, hein, maximum. Alors Roger va nous présenter cette délibération. Madame le maire informe le conseil municipal qu'elle a demandé au syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'étude des travaux de rénovation de l'éclairage public rue Pasteur. Les travaux consistent à enfouir l'éclairage public, actuellement aérien sur la rue Pasteur, dans sa portion comprise entre la rue du Château et la rue Jean-Baptiste Bernadotte. Monsieur le président du syndicat d'énergie a informé la commune du coût estimatif des travaux à réaliser qui ont été confiés à l'entreprise de groupement Eiffage Énergie et Eiffage Route. Madame le maire précise que ces travaux feront l'objet d'une inscription au programme d'électrification rurale. Rénovation, éclairage public, DEPA, rénovation 2022. Propose au conseil municipal d'approuver le montant de la dépense et de voter le financement de ces travaux. Oui, l'exposé de Madame le maire, après avoir délibéré, vu l'avis favorable de la commission finance du 4 avril 2022, décide de procéder aux travaux ci-dessus, désignés et charge le syndicat d'énergie de l'exécution des travaux. Approuve le montant des travaux et des dépenses à réaliser, se décomposant comme suit. Montant des travaux TTC, 16 916,36. Assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et imprévu, 1691,83. Frais de gestion du SDEPA, 704,93. Total, 19 315,12 €. Approuve le plan de financement prévisionnel de l'opération se décomposant comme suit. Participation syndicat, 10 855,94 €. FCTVA, donc la TVA qu'on récupère, 3 052,82 €. Participation de la commune aux travaux à financer sur les fonds propres, 4 701,43 €. Participation de la commune aux frais de gestion à financer sur fonds propres, 704,93 €, pour un total de 19 315,12 €. La participation définitive de la commune sera déterminée après établissement du décompte définitif des travaux. De plus, si la commune finance sa participation aux travaux sur ses fonds propres, le SDEPA pourra lui demander un ou plusieurs acomptes en fonction des travaux exécutés. Donc, le Conseil accepte l'éventuelle servitude à titre gratuit sur le domaine privé communal, ainsi que la récupération des certificats d'économie d'énergie par le SDEPA lorsque les travaux sont éligibles, et transmet la présente délibération au contrôle de légalité. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Questions techniques peut-être? Non? C'est clair? Bon, je soumets au vote alors qui est pour. Il n'y a pas de contre, il n'y a pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. La délibération suivante, Roger Pédefous, il s'agit du génie civil, communication électronique. Au même endroit. Oui.
Oui, au même endroit pour la rue Pasteur. Alors, c'est tout simplement, c'est que c'est sur les mêmes poteaux, il y a les communications téléphoniques, enfin, et il y a l'éclairage public, et il y a l'éclairage, l'électricité. Voilà, donc on fait tous les réseaux quand on enlève les poteaux. Donc, Madame le maire informe le conseil municipal qu'elle a demandé au syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'effet des travaux de génie civil liés à la rénovation de l'éclairage public, le Pasteur. Voilà, c'est le même. Ces travaux consistent à enfouir les réseaux de télécommunications actuellement en aérien, fibre, téléphonie, dans la portion de la rue Pasteur entre la rue du Château et la rue Jean-Baptiste Bernadotte. Monsieur le président du syndicat d'énergie a informé la commune du coût estimatif des travaux réalisés qui ont été confiés à l'entreprise de groupement FH Énergie et FH Group. Madame le maire précise que ces travaux feront l'objet d'une inscription au programme d'électrification rurale, génie civil et communication électronique, option A 2021, propose au conseil municipal d'approuver le montant de la dépense et de voter le financement de ces travaux. Oui, l'exposé de Madame le maire, et après en avoir délibéré le conseil municipal, vu l'avis favorable de la commission des finances du 4 avril 2022, décide de procéder aux travaux ci-dessus désignés et charge le syndicat d'énergie de l'exécution des travaux. Approuve le montant des travaux et des dépenses à réaliser, se décomposant comme suit. Montant des travaux TTC, 23 635,04. Assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et imprévu, 2 363,51 €. Frais de gestion du SDEPA, 984,79 €, pour un total de 26 983,34 €. Approuve le plan de financement prévisionnel de l'opération, se décomposant comme suit. Participation opérateur télécommunications, 407,50 €. Ils ne sont pas généreux. Participation de la commune aux travaux financés sur emprunt par le syndicat, 26 591,05 €. Participation de la commune aux frais de gestion à financer sur fonds propres, 984,79 €, pour un total de 26 983,34 €. La participation définitive de la commune sera déterminée après établissement du décompte définitif des travaux. De plus, si la commune finance sa participation aux travaux sur ses fonds propres, le SDEPA pourra lui demander un ou plusieurs acomptes en fonction des travaux exécutés. Accepte l'éventuelle servitude à titre gratuit sur le domaine privé communal, transmet la présente délibération au contrôle de légalité. Merci beaucoup, Roger. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je le mets au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Je crois personne. Et d'opposition non plus. Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vais demander à Nicole Billou si elle veut bien présenter la délibération suivante. Je vais m'absenter 1 minute pendant laquelle je vais demander à mon premier adjoint de présider à ma place. Je reviens. Nicole. Projet de délibération 15-2022, modification du tableau des effectifs. Le maire rappelle à l'Assemblée que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés. Considérant que dans la séance du 3 mai 1996, le conseil municipal a créé un emploi d'adjoint technique permanent à titre complet, de 35 heures, considérant que dans sa séance du 14 avril 2003, le conseil municipal a créé un emploi d'adjoint technique permanent à temps complet, de 35 heures, considérant que dans sa séance du 9 juillet 2018, le conseil municipal a créé un emploi d'adjoint d'animation territoriale permanent à temps non complet à raison de 15,22 heures annualisées.
Considérant qu'il convient de modifier ces emplois pour les rendre accessibles à d'autres grades et permettre notamment l'évolution des carrières des agents de la commune, les 2 emplois d'adjoints techniques seraient ouverts à tous les agents appartenant au cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux. L'emploi d'adjoint d'animation à temps non complet à raison de 15h22 hebdomadaires serait ouvert à tous les agents appartenant au cadre d'emploi des adjoints territoriaux d'animation. Le tableau des emplois ainsi serait complété comme suit. Emploi d'adjoint technique polyvalent, grade associé adjoint technique principal de 2e classe, adjoint technique principal de 1re classe, dans la catégorie C, effectif budgétaire 1, temps hebdomadaire moyen de travail, temps complet. Adjoint technique polyvalent, grade associé adjoint technique principal de 2e classe, adjoint technique principal de 1re classe, pour une catégorie hiérarchique C, un effectif de 1 et un temps hebdomadaire pour un temps complet. Adjoint d'animation territoriale pour les grades associés adjoint d'animation principale de 2e classe, adjoint d'animation principale de 1re classe, catégorie C, un effectif et temps hebdomadaire 15h22. Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide qu'à compter du 1er mai 2022, les 2 postes adjoints techniques et des services techniques s'intitulent désormais adjoints techniques polyvalents et qui sont accessibles à l'ensemble des grades du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux. Décide qu'à compter du 1er mai 2022, le poste adjoint d'animation territoriale à temps non complet, à raison de 15h22 hebdomadaires, est accessible à l'ensemble des grades du cadre d'emploi des adjoints territoriaux d'animation et précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. Merci beaucoup, Nicole. Comment pourrais-je conclure? En fait, il s'agit ici de permettre les évolutions de carrière pour les agents qui sont nommés dans ces emplois, dans ces cadres d'emploi, que ce soit par exemple à la suite de la réussite à un concours ou un examen professionnel, ou encore au titre de l'ancienneté ou l'évolution des compétences. C'est ce qui nous évite, si par exemple un agent réussit un concours, d'avoir à délibérer à chaque fois pour lui permettre de progresser dans son cadre d'emploi. C'est très technique, c'est la fonction publique territoriale qui est comme ça, c'est très technique. Mais il nous est arrivé récemment, à plusieurs reprises, de devoir délibérer sur tel ou tel cas. Là, nous prenons des dispositions de façon à ne pas avoir à délibérer chaque fois qu'un agent va progresser et peut bénéficier d'une évolution de carrière dans son cadre d'emploi. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà, il n'y a pas de questions. Alors je soumets au vote. Qui est pour? Contre? Abstention? Il n'y en a pas. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vais présenter la suivante, puisqu'il s'agit de désigner un nouveau membre au sein du CCAS. En effet, par délibération du 15 juin 2020, le conseil municipal a fixé à 10 le nombre des membres qui composent le conseil d'administration du CCAS et a désigné, parmi les élus, Nicole Bidou, Céline Lacoste, Jennifer Daragon, Marie-Line Peyroulet et Philippe Glorieux, comme représentants de la commune. Donc, il est nécessaire aujourd'hui, étant donné le départ de Marie-Line Peyroulet, de compléter le conseil d'administration du CCAS. Et je vous propose, après l'avoir consultée, en avoir parlé avec elle, je vous propose la candidature d'Angélique Mougin. Alors, c'est une proposition que je soumets à votre vote. Étant donné que la désignation des 5 représentants en 2020 s'est faite par vote confidentiel, non, c'était en je vous propose de voter à main levée. Mais pour pouvoir voter à main levée, il faut d'abord que je vous demande
si vous êtes d'accord pour voter à main levée. Et il faut que tout le monde soit d'accord, sinon on va faire des petits papiers et des enveloppes. Je dis ça comme ça. Donc je vous pose la question, qui est d'accord pour voter à main levée? On lève la main. Vous levez la main. Ça c'est pas un vote secret, donc tout le monde, personne n'est opposé. On est bien d'accord? Donc nous allons pouvoir voter à main levée pour la candidature que je vous propose d'Angélique Mougin pour siéger au sein du CCAS. Qui est pour? Nous nous abstenons. Non. Ah oui, vous avez dit. D'accord. Et donc, qui s'abstient? On Deux. peut dire, on s'abstient. Deux. Deux. Très bien, je vous remercie. Voilà. Mais on Donc, peut dire deux pourquoi abstentions. Excusez-moi, madame le maire. Oui. On peut dire pourquoi on s'abstient. On n'a absolument rien contre madame Mougin. Mais c'est parce qu'on ne la connaît pas, donc on aurait bien aimé connaître son appétence pour... Vous savez, quand on a formé le conseil municipal il y a 2 ans, il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas beaucoup d'autres. Oui, justement. Il y en a qui ont voté pour vous sans vous connaître, par exemple. C'est sûr, mais Au on aurait CCAS. pu justement... Donc vous abstenez parce que vous ne la connaissez pas. Oui, j'aime bien moi savoir pour qui on vote. C'est pas du tout une personnel, hein, c'est pas du tout... C'est juste une citoyenne mazéroise qui a été élue sur la liste de la majorité et qui attendait, sans attendre d'ailleurs, son jour. Si un jour, voilà, là ce sont les circonstances tristes qui ont fait cela. Mais il y a 2 ans, je pense que quand vous avez été élu vous-même au sein du CCAS, il y avait beaucoup d'élus qui ont voté pour vous sans vous connaître. Hein. Oui, tout à fait, ça aurait été bien. Moi, je pense qu'on se présente les uns les autres et qu'on explique pourquoi on a envie d'être élu au sein du CCAS. Oui, bon, d'accord. Ok. Alors, donc, 2 abstentions. Parfait. Je vous remercie. Alors, maintenant, c'est encore à vous, monsieur Glo. Alors, l'ordre du jour des délibérations est terminé. Mais nous avons 2 questions diverses présentées par la minorité. C'est bon? C'est là? J'y suis. Ok. Donc, je vous donne la parole. Vous avez une première question, s'il vous plaît. Oui, madame le maire, chers collègues. Donc pour la question 1, faisant suite à votre courrier que vous avez tous reçu, argumenté du 30 mars 2022, adressé donc à tous les élus, sur la demande de la mise en place d'un contrat de location en bonne et due forme entre la commune propriétaire du presbytère et monsieur le curé logis jusqu'ici gratuitement. Pas trop vite, que l'on comprenne bien. Je répète. Ouais. Faisant suite à notre courrier que vous avez tous et toutes reçu du 30 mars 2022, sur la demande de la mise en place d'un contrat de location en bonne et due forme entre la commune propriétaire du presbytère et monsieur le curé logé jusqu'ici gratuitement, nous demandons à madame le maire, au conseil municipal, à quelle date sera régularisée cette situation, sachant que nous nous réservons le droit d'en référer aux autorités compétentes. Donc sur le courrier, je l'ai avec moi, le courrier qu'on vous a envoyé, donc c'était le 30 mars, je peux vous le lire. Ah non, on l'a tous eu. Ça va? C'est bon. Donc, sachant que nous nous réservons le droit d'en référer aux autorités compétentes. Monsieur Glorieux, Oui, madame. écoutez-moi bien. Je vous écoute bien. Vous êtes donc un adepte de la menace et du chantage. Non. Très bien, j'en prends acte. Oui. J'en prends acte. Et je ne devrais pas être surprise au fond, puisque j'ai déjà pu éprouver vos pratiques. Souvenez-vous. Oui, d'ailleurs, vous avez justement aussi à ce moment-là menacé de nous envoyer. Quand vous avez on a repris exactement votre phrase. Quand vous avez osé enregistrer une longue conversation téléphonique entre nous, à mon insu, pour ensuite la diffuser sur les réseaux sociaux. Non, ce n'était pas pour être diffusé, et vous le savez très bien. Je me suis contentée alors d'avoir une bonne mise au point avec vous, les yeux dans les yeux. Mais je n'ai jamais donné suite aux autorités compétentes alors que j'aurais pu le faire. Vous nous avez menacé, on l'a par écrit. Avec toutes les preuves matérielles. On l'a par écrit. J'aurais pu le faire. Vous auriez pu le faire. Je ne Comme l'ai nous, jamais on peut le fait. faire. Là, j'étais Et c'était une parfaitement question. en droit de le faire, mais j'ai préféré avoir une discussion franche avec vous, les yeux dans les yeux.
Mais ce n'est pas un argument. Pourtant, la question se posait clairement. Était-ce légal, ce que vous avez fait? Était-ce même moral? Notre question n'est pas là, Madame le maire. Je parle. Je ne vous ai pas interrompu. Quand je parle, je vous demande de vous taire et, si possible, de m'écouter. D'accord? Je vous remercie. Donc, je disais, était-ce légal? Était-ce tout simplement moral? Les autorités compétentes pourraient répondre. En effet, là aussi. Et les bonnes manières, le savoir-vivre en société aussi pourraient répondre. Mais ces qualités ne sont pas toujours innées. Bon. Alors vous, aujourd'hui, en séance du conseil municipal, vous déclarez sans hésitation que vous vous réservez le droit de faire pression sur moi par les menaces et le chantage. Bravo. Mais venons sur le fond, n'est-ce pas? La loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État et la mise à disposition du presbytère pour le curé de la paroisse. C'est le sujet qui nous intéresse ce soir, en tout cas que vous nous présentez. Alors je vais vous avouer une chose, très franchement, je n'avais jamais pensé à sortir ce dossier. Je suis élue depuis 2008, je n'avais jamais pensé à le sortir, jusqu'à votre intervention, qui se fonde, au-delà de la forme, sur l'application de cette loi. Je ne le nie pas. Je n'y ai jamais pensé parce que depuis 2005, soit depuis bientôt 120 ans, 1907. Qu'est-ce que j'ai dit? 2005. Ah oui, pardon, depuis 1905, bien sûr. Tout en plus, voilà. Cette mise, alors je reprends, je n'y ai jamais pensé parce que depuis 1905, soit depuis bientôt 120 ans, cette mise à disposition s'avère gratuite, en effet. Et j'observe que cela n'a jamais dérangé les municipalités qui ont précédé la nôtre. Jamais. Aucune. Cela ne justifie rien, mais c'est ainsi. Cela n'a jamais dérangé personne, ni parmi les habitants, ni parmi les élus, quelle que soit leur sensibilité respective. Il faut croire que le curé et les modalités de son hébergement ne dérangent pas beaucoup l'ambiance, ni le climat social des communes et de la paroisse. Vous vérifiez si ça tourne? Oui, parce que Je la batterie, il faut que je change la batterie. On va s'interrompre. Non. Merci. Cela ne nous est même pas venu, mais vous m'écoutez quand même. Hein? Cela ne nous est même pas venu à l'esprit quand la paroisse a offert, écoutez bien. Je vous écoute, Madame la maire. A offert à la mairie, la paroisse a offert à la mairie, pour l'euro symbolique, une partie du terrain sur lequel nous avons aménagé le parking de la rue de la République. Gratuit. Cela ne nous est même pas venu à l'esprit quand, en 2008 ou 2009, je ne sais plus exactement, nous avons réalisé la rénovation, à minima, rénovation intérieure de ce bâtiment, ce presbytère, qui était devenu complètement insalubre, indigne de loger qui que ce soit, fût-ce un curé, en finançant les travaux avec les autres communes de la paroisse. Narcastet, Rantignon, Usos, Gelos et Mazères, bien sûr. Personne n'a pensé à cette situation-là. On n'y a jamais pensé. Cela ne nous est jamais venu à l'esprit non plus parce que ce presbytère abrite un curé qui œuvre pour toute une paroisse. Pas seulement pour les Mazérois, mais toutes les communes que je viens de citer. Parce que sa mission est une mission, certes, rattachée à l'Église, loi 1905, bien sûr, je ne le nie pas, mais une mission tout à fait comparable à un rôle social de proximité. Parce qu'il ne faut pas trop vite oublier que, hormis les événements publics, comme des cérémonies religieuses par exemple, les obsèques souvent, malheureusement, le curé apporte aux habitants qui le lui demandent, qui l'appellent à leur côté, parfois à leur chevet, une assistance précieuse dans l'intimité de leur vie.
Ce rôle social du curé est méconnu pour beaucoup parce qu'il se joue dans la plus grande discrétion, contrairement au rôle d'une association ou d'un centre social, par exemple, qui a une vocation plus visible et qui couvre les mêmes communes, ou presque, depuis ses locaux mis à disposition gratuite et entretenus par la mairie, gratuitement. Mais les deux sont importants pour beaucoup d'habitants des 5 communes. Les deux sont importants. Et le logement du curé au cœur du village et de la paroisse marque un signal de sa proximité et de son accessibilité. Si le curé devait quitter ce presbytère à cause du coût du loyer, pour se loger moins cher ailleurs, vous savez, le salaire d'un curé. Comme tout le monde, hein, il doit être au SMIC. Pardon? Il doit être au SMIC, enfin il y a un évêque. Il est à 900 €. Oui. Enfin, pas celui-ci, les curés. Il a droit à la paix. Donc, s'il devait quitter ce presbytère à cause du loyer pour se loger moins cher ailleurs, les habitants, eux, perdraient cette proximité à laquelle ils tiennent. On le voit bien quand on sait combien les gens se désolent de voir partir un curé qui ne sera pas remplacé. Alors oui, je l'avoue, je ne me suis jamais posé la question du loyer gratuit payant. Ou payant, je veux dire. Grâce à vous, Monsieur Glorieux, grâce à vous, nous avons plongé dans les archives de la mairie, mais nous n'avons strictement rien trouvé. La situation devant laquelle nous sommes s'apparente donc, juridiquement, à un contrat tacite de prêt d'usage. Et vous pouvez rire, puisque c'est l'usage depuis près de 120 ans. Alors, comme la situation dure depuis 120 ans déjà, même si je ne la récuse pas, j'estime qu'il n'y a pas vraiment urgence à explorer cette question. Et comme la situation concerne aussi les autres communes de la paroisse, je ne déciderai rien sans consulter préalablement les autres maires. Voilà. Voilà donc ma réponse à votre question. Et vous aurez compris que je ne suis pas sensible aux menaces ni au chantage. Mais il vous reste la saisine des autorités compétentes. C'est ça, madame la maire. Comme dirait Victor Hugo, Voilà. l'État chez lui, l'Église chez elle. Très bien. Pour cette question, c'est fait. Je vous invite à poser la suivante. Une loi impose le tri à la source des biodéchets à partir du 31 décembre 2023. Elle a été votée. Cette démarche, avant son caractère obligatoire, est extrêmement vertueuse. En effet, aujourd'hui, le tri à la source des biodéchets relève surtout de démarches volontaires. Même si le compostage s'est développé, 34% seulement des Français disent traiter ainsi leur reste alimentaire. Pourtant, il pourrait être composté ou méthanisé en vue d'un retour au sol, tandis que le biogaz issu de leur traitement peut se substituer à des énergies fossiles. C'est pourquoi nous proposons de mettre en place des actions qui permettront d'anticiper la mise en place de cette obligation, comme par exemple la création de composteurs collectifs, une campagne d'information à propos du compostage pour les particuliers. Tout cela pourrait s'articuler autour des jardins familiaux amenés à voir le jour. De plus, dans le cadre du plan de relance économique de la France, l'ADEME dispose d'une enveloppe exceptionnelle à dépenser avant fin 2022 pour aider les collectivités et les entreprises à développer le tri à la source des biodéchets. Nous voyons là une occasion pour notre commune de se montrer exemplaire. Pourrions-nous se saisir de ce sujet au plus tôt, sans attendre une prise en charge par l'agglomération, tout en étant épaulé financièrement, étant donné que ce type d'initiative est souvent abandonné, faute de moyens et faute de temps. Concernant les déchets verts de la commune, quelles sont la nature des déchets, tontes, branches, broyats, troncs, et leur volume envoyé et à quelle fréquence est la déchetterie par les services techniques? Il serait utile à terme de l'estimer pour économiser des voyages et de l'essence et valoriser sur place ces déchets, sous forme de terreau ou de broyat. Bon, alors je vais vous répondre. Vous avez beaucoup de chance parce que vous avez aussi devant vous la vice-présidente de l'agglomération en charge du développement durable, des déchets et notamment des déchets verts.
Donc je vais pouvoir vous répondre. Vous évoquiez la loi, une loi qui impose le tri à la source des déchets. Je vais vous dire, il y a deux lois. La loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, qui prévoyait l'obligation de tri pour 2025. C'est à ce titre que nous avions intégré cette thématique dans les réflexions sur le nouveau modèle dès 2018 et lancé les premières expérimentations fin 2018, début 2019. Il y a également la loi, je pense que c'est à celle-là que vous faites référence, c'est la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, qui avance cette loi, la généralisation du tri à la source des biodéchets au 31 décembre 2023. Vous avez tout à fait raison. Alors, aujourd'hui, revenons à Mazères, 270 foyers sont équipés de composteurs gratuitement par la communauté d'agglomération qui les distribue, soit environ 34% de foyers pavillonnaires sont équipés. C'est légèrement au-dessus de la moyenne des communes de l'agglomération, qui sont à 33,7% d'équipement. Nous sommes à 34. Et on ne connaît pas le nombre de foyers qui sont auto-équipés, qui par eux-mêmes, et depuis bien longtemps souvent, qui n'ont pas attendu les lois et l'agglo, et qui eux-mêmes ont créé, construit, bâti, aménagé chez eux un espace de compostage. Voilà, cela on ne connaît pas, c'est pas comme ça. Il y a eu à Mazères, ces dernières années, 4 réunions de formation au compostage qui se sont tenues et qui ont débouché systématiquement pour chaque participant à la remise gratuite d'un composteur offert par la communauté d'agglomération. Ces réunions se sont déroulées le 3 janvier 2017, vous voyez que ça remonte, le 21 janvier de la même année, le 5 juin 2018, le 17 février 2020. Février 2020. Que s'est-il passé après? Covid. Donc, évidemment, confinement, pendant des mois, plus de réunions. Ça s'est donc arrêté. Mais de nouvelles réunions, bonne nouvelle, vous allez voir, pourront à nouveau s'organiser maintenant que la situation sanitaire le repermet à nouveau, mais l'agglo n'a pas attendu quand même, puisqu'elle est en train de mettre en ligne des formations, est en train de développer la mise en ligne de formations au compostage qui permettront d'obtenir la délivrance d'un composteur. Donc ça va quand même continuer, même si on ne fait pas de réunions publiques spécifiquement, mais moi je trouve que c'est mieux les réunions publiques. Donc bien sûr, si c'est à nouveau possible, nous continuerons à en faire à Mazères. Deuxièmement, en plus, alors je réponds globalement à tout ça, hein, en plus de la sensibilisation au compostage individuel, nous avons aussi, nous, l'agglo,